Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à Option Région, on a une entrevue avec Jonathan Folco-Durand, qui est un jeune professeur de l'Université Saint-Paul à Ottawa, qui va nous parler de municipalisme, qui va nous parler du rôle des municipalités dans l'avenir. On va parler également de santé, on va parler de sèche-main, on va parler aussi du pot si on a le temps. Aujourd'hui, à Option Région, on parle beaucoup de santé parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-dedans, puis on va essayer de trouver des solutions. On commence par un article que j'ai trouvé dans le Huffington Post qui est tiré du blog de Camille Bouchard qui nous dit qu'il y a un burn-out de plus en plus important chez les travailleurs sociaux. Vous savez, les travailleurs sociaux, c'est ceux-là qui s'occupent des cas problèmes. Là. Quand on va m'amener les parents, les écoles ne savent plus quoi faire, bien, c'est les travailleurs sociaux qui se ramassent avec des cas plus difficiles que d'autres. Puis là, ce qu'on dit, c'est qu'avec la réforme de M. Barrette, puis que là, on a changé les structures, on a centralisé, bien, ça ajoute une couche de plus dans les difficultés. Puis penser qu'on peut régler des problèmes à partir de Montréal ou de Québec, puis de régler ça un peu partout, ça n'a pas de bon sens. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est un autre effet majeur de la réforme Barrette, c'est qu'au lieu d'aider, ça contribue à nuire parce que ce qu'on nous dit, dans le fond, c'est que de plus en plus de travailleurs sociaux sont au bout du rouleau. La réforme échevelée, centralisatrice et abusive de M. Barrette, imbu de pouvoir, a reconduit à une désorganisation des services sociaux dont les intervenants, gestionnaires et enfants confiés au service de la protection de la jeunesse auront de la peine à s'en remettre. Pas drôle. Je pense qu'il va falloir qu'on corrige. Deuxième sujet, au niveau de la santé, le suicide, un enjeu important au Canada. On dit qu'un Canadien sur 8 a déjà fait une tentative ou songé sérieusement au suicide, selon un sondage de la firme Léger. Et on dit qu'à cela s'ajoute 23 de la population qui affirme avoir déjà pensé vaguement à cet acte extrême. C'est complètement fou parce que, dans le fond, c'est qu'on devrait se battre pour la vie, mais ce qu'on voit, c'est que notre société génère de plus en plus de difficultés. C'est toutes sortes de monde, la façon qu'on vit, la vitesse avec laquelle ça va trop vite, une survalorisation de l'argent, une survalorisation de la réussite. Et ça conduit à des problèmes qu'on n'avait pas anciennement. Je peux vous dire que dans l'ancien temps, quand le monde avait de la misère à survivre, il ne pensait pas beaucoup au suicide, il essayait de survivre. Mais aujourd'hui, on est dans un monde qui a beaucoup d'exigences, mais ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Puis en plus aussi, c'est qu'il faudrait qu'on développerait de la recherche par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui se ramassent au suicide ou en tout cas dans des états dépressifs parce qu'il y a un déséquilibre au niveau là, de physico-chimique, appelez ça comme vous voulez, mais qu'il y aurait moyen de changer ça. Puis la différence entre quelqu'un qui fait le bien et quelqu'un qui ne fait le pas bien, elle est souvent très mince. Puis il va falloir qu'on s'attaque à ça, mais malheureusement, tout ce qui touche la santé mentale, c'est quelque chose qui est tabou. On ne met pas suffisamment d'argent là-dedans, alors qu'il faudrait en mettre, à mon avis, beaucoup plus, parce que c'est un problème extrêmement important. Particulièrement, entre autres, on dit que les gens, ceux qui ont le plus de chances de se suicider, on parle là, de ceux qui ont un revenu inférieur à 40 000 49 ont affirmé avoir déjà fait une tentative ou y avoir pensé sérieusement ou à tout le moins vaguement. Je vous disais la semaine dernière que le déterminant le plus important en santé, c'était le revenu. Bon, on en a une preuve de plus, là. Ça n'a pas de bon sens. Et ceux qui ont le moins tendance à vouloir se suicider, bien, c'est ceux dont le revenu est de 100 000 et plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a probablement de la recherche, il y a probablement des nouveaux médicaments, puis il y a probablement un meilleur partage des ressources qui pourrait faire qu'on pourrait diminuer la propension que les gens ont à vouloir se suicider. On continue toujours dans la santé, un texte de Boucard Diouf que j'aime bien en passant, qui est toujours des écrits assez intéressants. Puis ce qu'il nous disait, c'était dans la Presse Plus du 17 de février 2018, tout récemment. Il disait qu'entre autres, là, c'est que l'augmentation de 500 millions accordée aux médecins spécialistes, même si elle est négociée depuis bien longtemps, ça ne passe pas. Puis pourquoi ça ne passe pas? Bien, c'est parce qu'entre autres, c'est que là, les gens s'aperçoivent qu'on a comme passé tout droit. Pendant un certain temps, les médecins étaient vus comme étant le bon Dieu, puis surtout les médecins spécialistes, parce qu'entre autres, on a toutes peur de mourir. En tout cas, beaucoup de monde ont peur de mourir. Moi, ça ne m'inquiète pas trop. Je sais que mon tour va venir, puis je ne suis pas pressé. Je laisse passer les autres avant moi. Mais en attendant, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont peur de ça et on met les médecins sur un piédestal, comme de quoi que c'est les nouveaux dieux d'aujourd'hui. Mais ça, il y a un prix pour ça. Et là, à l'heure actuelle, c'est que ce prix-là est largement dépassé. Puis je vais dire, comme mon ami Amir Kadir,
c'est que quand tu gagnes 425 000 par année, que tu gagnes 425 000 ou 450 000 ou 475 000, est-ce que tu vas être plus heureux? Je ne pense pas. Il y a comme une folie là-dedans. Tu sais, on va mettre de l'argent, des sommes extrêmement considérables, alors que, comme je disais tantôt, il manque d'argent dans d'autres domaines. Puis l'argent qu'on va donner aux spécialistes qui sont pas mal pris, on ne l'a pas pour d'autres choses. Fait que là, il y a une réflexion en profondeur à faire par rapport à ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a réussi à mettre autant d'argent pour les spécialistes? Bien, ce que nous dit Boucard Diouf, là, c'est que le ministre de la Santé, c'est l'ancien responsable de la négociation pour les spécialistes qui, lui, avait toujours des exigences de plus en plus grandes. Le premier ministre, qui est aussi un médecin spécialiste, bien, ces gens-là, ils vivent dans une espèce de bulle, puis je pense qu'ils sont loin de la réalité. Mais là, ce qu'on voit, là, c'est que ça commence à faire dur, puis il va falloir qu'on trouve une solution à ça. Puis ça ne passe pas par des augmentations toujours plus grandes pour ceux qui sont les plus nantis, durant le temps que les gens qui sont les plus mal pris, eux autres, bien, ils ne peuvent pas avoir de service parce que semble-t-il qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Toujours dans le domaine de la santé, on parle d'un texte d'Alain Dubuc. Moi, Alain Dubuc, d'habitude, je ne l'aime pas, mais de temps en temps, ça peut arriver. Et là, Alain Dubuc nous disait que, dans le fond, ce que le gouvernement a fait présentement, c'est une erreur d'1 milliard de dollars par année. Parce que, bon, on l'a dit, là, c'est que l'objectif, c'était que nos médecins spécialistes gagnent l'équivalent de ce qu'ils gagnaient ailleurs. Puis au Québec, on était parmi ceux qui étaient en dernier. C'était normal qu'il y ait besoin d'une augmentation. Sauf que là, ce qu'on a vu, c'est que non seulement on a atteint les salaires moyens des autres provinces, là, c'est qu'on les a dépassés et largement dépassés. Ce qu'Alain Dubuc nous dit, c'est qu'en moyenne, les spécialistes vont toucher 89 246, 90 000 de plus qu'on aurait dû leur donner. Ça veut dire 30 de trop d'augmentation. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. C'est que l'objectif, c'était d'atteindre l'équité avec les autres. Et là, on a largement dépassé. Et ce qu'Alain Dubuc nous dit, c'est lui, qu'est-ce qu'il se demande? C'est comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a arrêté ça à quelque part? Là? C'est que là, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui compte, puis il fallait qu'il dise, bien là, on est arrivé, là, ça ne donne rien de donner plus d'argent, on est en train de dépasser, mais il n'y a personne qui a fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que notre gouvernement des docteurs, bien, ils sont peut-être bons dans la santé, mais ils ne sont pas très bons dans l'administration, pas très bons dans la gestion. Puis c'est sûr que quand c'est pour leurs amis, peut-être que c'est plus facile d'être ouvert que quand c'est pour d'autres mondes qui ne connaissent pas. Il y en a des gens qui se demandent qu'est-ce qu'on pourrait faire. Bien, si on était dans un pays comme en Suisse, il y a des référendums sur toutes sortes de sujets. À partir du moment où les gens demandent un référendum, qu'il y a un nombre de monde qui demande de tenir un référendum, le gouvernement est obligé d'en faire. Fait que quand vous n'êtes pas content d'une décision du gouvernement, bien, vous pouvez vous prononcer. Bien, je pense qu'au Québec, il serait temps qu'on se prononce, puis je suis pas mal certain que si on demandait aux gens par référendum s'ils sont d'accord avec des augmentations substantielles comme on est en train de donner, qui ne produisent pas de résultats, parce que plus on paye le monde de la santé, plus on paye les médecins, moins on a de services, pas mal certain que ça ne passerait pas. Mais il faudrait que les citoyens qui payent aient aussi le droit de décider quand ça fait les affaires, puis quand ça ne fait pas les affaires aussi. On parle aussi des entreprises familiales en voie de disparition. Bon, j'ai lu cette semaine là, que c'est de valeur à dire, mais l'économie du Québec repose beaucoup sur les petites et moyennes entreprises parce que les grandes entreprises, ils ne créent plus d'emplois, ils en mettent dehors. Plus ils mettent des employés dehors, plus les actions montent, ça fait qu'ils ont avantage à éclairer du monde, mais un certain temps, ça ne tiendra plus, mais c'est comme ça aujourd'hui. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est qu'on dit que dans un sondage qui a eu lieu dernièrement, c'était que 82 des propriétaires d'entreprises préfèrent vendre leur entreprise. Pourquoi? Entre autres, parce que 89 des héritiers sont désintéressés. Ce que les enfants veulent, c'est l'argent. Ils ne veulent pas avoir la business. Moins fatigant peut-être, mais c'est inquiétant parce que là, dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui vont continuer de faire marcher ces entreprises-là, des gens qui vont être capables de relever des défis. Je pense qu'il faut qu'on valorise ça davantage, le fait d'être propriétaire d'entreprise, parce que sinon, si on perd à peu près tout ce qu'on a comme entrepreneur, pas bien d'adon pour l'avenir. On passe maintenant à une nouvelle qui concerne le pot. Là. Bon, il n'y a pas juste dans le dossier du pot, franchement, là, il y a beaucoup de choses qui sont inquiétantes. Et il faut rappeler qu'entre autres, une des raisons fondamentales pour lesquelles on a décidé de légaliser ça, c'était de sortir ça des mains de la mafia pour faire en sorte que ce ne soit plus la mafia, puis que ce soit quelque chose de plus organisé, contrôlé, etc., puis qu'on arrête de grossir les fortunes des mafiosi
qui, eux autres, on pourrait dire, perturbent l'économie de toutes sortes de façons. Et là, ce qu'on apprend, c'est que là, il y a des compagnies qui reçoivent toutes sortes d'investisseurs d'un peu partout, des paradis fiscaux. Puis quand on leur demande, est-ce que vous pouvez rendre publique votre liste votre liste d'actionnaires, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas dévoiler le nom de leur actionnaire. Tu sais, c'est comme il y a des ententes secrètes. Mais quand l'objectif premier, c'est d'arrêter le secret, il ne faut pas qu'il y ait d'entente secrète, puis il y aurait une solution bien simple là, pour les actionnaires. Là. Les compagnies qui ne veulent pas rendre public leur actionnaire, juste à leur dire que leur permis ne sera pas renouvelé. C'est des permis qui sont renouvelables en autant qu'on respecte la transparence. C'est la base de tout. On ne peut pas accepter que la mafia rentre par la porte dans l'arrière, puis qu'on ne dise pas un mot, puis qu'on fasse à croire que tout va bien. On parle maintenant de séchoir de sèche-main électrique ou à papier. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, peut-être pas, que quand vous êtes arrivé dans une salle de bain, que vous voyez un séchoir électrique puis un séchoir avec du papier. Lesquels qu'on devrait prendre? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que d'autres? Bon, il y a différentes façons d'évaluer ça. La première façon, on pourrait dire en termes d'économie d'énergie, bien, c'est sûr que si vous faites marcher le séchoir durant l'été, puis on est obligé de climatiser pour pouvoir diminuer la chaleur que vous avez faite avec votre sèche-main, c'est certainement pas très écologique. L'hiver, ce serait moins pire parce que dans le fond, le séchoir produit de la chaleur, ça diminue la quantité de chauffage. Il y a d'autres aspects aussi qu'on peut regarder. C'est que, entre autres, des gens qui ont regardé savoir lesquels qui étaient le plus hygiéniques. Et là, il y a des tests qui ont été faits et les gens qui vont se laver les mains puis qu'après ça, ils sèchent avec le séchoir électrique, on s'aperçoit qu'il reste beaucoup plus de bactéries dans leurs mains que si c'était avec le papier à la main. Pourquoi c'est comme ça? Bien, d'abord, parce que souvent, quand on est au séchoir, là, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui attend, ça fait qu'on se dépêche, fait qu'on part les mains un peu mouillées, pas vraiment essuyées. D'autre part, la chaleur qui est produite sur nos mains contribue à mettre des bactéries. Ça veut dire que si on veut avoir quelque chose qui est plus, on pourrait dire, de santé, qui est plus hygiénique, mieux vaut utiliser le papier parce que d'abord, c'est produit au Québec assez souvent, ça aide notre économie. Le papier, c'est quelque chose qui est lié à nos ressources, qui est renouvelable, la forêt. Ça fait que quand vous allez voir un séchoir, là, prenez celui qui est avec les papiers. Ça va plus vite, ça essuie mieux, puis ça contribue à l'économie du Québec. Cette semaine, à Option Région, on reçoit Jonathan Durand-Folco, qui a accepté notre invitation. Bonjour, Jonathan, ça va bien? Bien, vous? Bon, Enchanté. oui. Bon, Jonathan, tu as un doctorat en philosophie, tu es professeur à l'Université Saint-Paul à Ottawa, université bilingue, et parmi tes champs d'expertise, il y a la démocratie participative et l'innovation citoyenne en milieu urbain. Et tu as publié récemment aux éditions Éco-Société un essai ayant pour titre « À nous la ville », comme sous-titre « Traité de municipalisme » tel qu'on peut le voir à l'écran maintenant. Bon, Jonathan, tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es intéressé au monde municipal. Disons que du temps où j'étais à l'université, puis même récemment, le monde universitaire n'était pas très porté vers les questions locales. Comment t'en es venu à te préoccuper des questions locales? En fait, je dirais c'est par une série de choses que j'ai lues à travers des cours, mais aussi surtout à travers une expérience que j'ai vécue en 2011 où il y a eu le mouvement Occupy, donc le mouvement d'occupation à Montréal, Québec. À l'époque, je commençais à peine ma thèse en philosophie à l'université Laval et j'ai eu cette expérience-là d'une forme de démocratie dans un espace public où il y avait plusieurs gens qui venaient pour prendre des décisions ensemble. Ça m'a intéressé à la question de la réappropriation de la ville, de l'espace urbain et de la démocratie. Donc, c'est à travers cette expérience-là que je me suis encore plus intéressé à la question des municipalités, de la démocratie, puis des liens avec la participation des citoyens. OK. Puis, Donc, tout de suite, la première phrase de ton volume, c'est les villes peuvent-elles changer le monde? Bon, tout ça en décollant, on voit là, que tu mets la barre assez haute, puis que tu crois que les villes vont avoir une grande importance dans le futur. Comment est-ce que tu es arrivé à ce constat-là? C'est une grande question. L'hypothèse que j'émets au début de mon livre, c'est que les villes, dans le contexte de la mondialisation, sont appelées en quelque sorte à répondre à une série d'enjeux, de défis en termes de développement économique, d'inégalité sociale
et surtout aussi en termes de diffusion, en quelque sorte, des relations humaines. Parce que de plus en plus, les gens circulent d'un endroit à l'autre. Il y a de plus en plus de mouvements à travers les populations, et les différents investissements. Et avec la financiarisation de l'économie, il y a plusieurs auteurs qui parlent en fait de la montée des villes globales, c'est-à-dire des villes comme New York, Paris, des villes asiatiques aussi, qui deviennent de plus en plus importantes et qui deviennent avoir un rôle extrêmement grand et qui deviennent même parfois plus fortes que différents États. Donc, dans la mondialisation, l'État-nation perd des plumes. On se met à la fois à décentraliser le pouvoir vers le bas et à recentraliser le pouvoir à une échelle encore plus grande avec des institutions internationales. Donc, dans ce contexte-là, il y a plusieurs auteurs en études urbaines, en économie, qui disent que les villes vont être appelées, en quelque sorte, à avoir davantage d'influence Puis je au dirais cours que des... ce qu'on oublie assez souvent, c'est que les lois sont faites par ce qu'on appelle les États-nations, les pays, mais c'est dans la ville que ça se décide. C'est là que ça se passe, le développement ou le sous-développement. On est d'abord citoyen d'une ville avant d'être citoyen d'un pays. Mais tu dis aussi dans ton volume que, dans le fond, cette préoccupation-là de la capacité des villes à agir, ça n'existe pas depuis hier. Là. On part des Grecs avec à Athènes, dans lesquels on voyait tout le début de la politique qui s'est passé là. Puis je parle également de la Commune de Paris. Comment ça se fait que, dans le fond, pendant longtemps, les villes ont eu de l'importance, mais on dirait toujours qu'il y a un processus de centralisation qui veut leur enlever ce pouvoir de décision-là? Mhm. En fait, c'est une grande question. La citoyenneté, si on peut la voir dans sa première forme à Athènes, en Grèce, où là, il y avait vraiment la vision de la citoyenneté active, donc qui était basée sur la participation des citoyens. À l'époque, c'était uniquement des hommes blancs d'un certain âge qui étaient nés à Athènes qui avaient la citoyenneté. Mais ça, c'est vraiment né dans la communauté où les gens habitent. Donc, vraiment, à l'époque, c'était pas des grands empires, c'était pas l'État-nation, c'était vraiment chaque cité-État, en quelque sorte, qui était le lieu, le foyer de la démocratie. Après l'histoire, en fait, il y a eu des empires, il y a eu le Moyen Âge, il y a eu différents systèmes qui ont été mis en place, mais même à travers différentes époques, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est qu'il existait en quelque sorte toujours une sorte de tension entre une forme d'autonomie qui était revendiquée par les habitants d'une ville ou d'un village et le pouvoir des rois, des princes, des empereurs aussi qui tentaient de centraliser le pouvoir. Donc, même on peut le voir à travers l'Antiquité, à Rome entre autres, dans l'Empire romain, il y avait la puissance d'un empire qui octroyait la citoyenneté, mais qui laissait aussi une certaine marge de manœuvre, des chartes, pour permettre une forme d'autonomie des villes et des villages. Donc, j'ai essayé de retracer que c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau, mais à différents moments de l'histoire, il y a eu des tensions. Des fois, ça allait plus dans le sens de la centralisation. Parfois, il y avait plus d'autonomie au niveau des villes. Donc, pour moi, c'est pas un, un principe qui est éternel ou qui est tout le temps présent. C'est quelque chose qui bouge à travers les rapports de force en fonction des cultures des sociétés. Mais justement, par rapport à ça, c'est que durant la Révolution française, les gens qu'on pourrait appeler de gauche avaient plutôt une vision plus centralisée. C'était les Jacobins qui étaient centralisateurs par rapport aux Girondins qui étaient plus décentralisateurs. Comment est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, décentraliser, c'est redevenu une idée de gauche ou comment tu expliques ça, là? En fait, la question est très intéressante parce que la décentralisation n'est ni en soi à gauche ou à droite. Elle peut être utilisée à différentes fins. Du point de vue de la droite, généralement, les gens qui revendiquent la décentralisation, c'est pour essayer d'enlever du pouvoir au gouvernement, à l'État, pour permettre une plus forte liberté au niveau des individus, des communautés locales, et on ne veut pas qu'il y ait trop de redistribution de la richesse. Mais souvent, ça va de pair avec une privatisation aussi. Donc, on enlève du pouvoir dans les mains du domaine public pour le mettre dans, dans les mains des entreprises et des individus. Du point de vue de la gauche, si on conçoit la décentralisation, c'est pour éviter la concentration du pouvoir, mais c'est aussi pour essayer de démocratiser, donc donner plus d'autonomie, de pouvoir aux citoyens. Et pour faire ça, pour être capable de mettre en place des formes de démocratie participative, de délibération, il faut qu'on soit capable d'amener de la décentralisation. Mais si on a la décentralisation tout seul, sans la démocratie,
là, ça ouvre la porte à une privatisation aussi. Donc, je dirais qu'il faut essayer de complexifier. Il y aurait une forme de décentralisation de gauche et de droite aussi. OK. Donc, il y a des arguments différents qui sont mis en place pour essayer d'expliquer pourquoi c'est mieux. Puis tu nous dis que, dans le fond, il faut tenir compte du fait qu'on est dans un système capitaliste. Puis ce système capitaliste-là, tu dis qu'il est obligé d'aller de plus en plus vite. Il faut faut qu'on consomme de plus en plus. Il faut que la roue tourne, comme on dit. Puis tu t'expliques ça un peu comme quelqu'un qui va en bicyclette. Il faut qu'il continue de pédaler de plus en plus vite, sinon il va tomber de côté. Mais ce que tu nous expliques, c'est que dans une grande ville, notamment, tout va vite, on court après le métro, on court après l'autobus, on court après les rendez-vous, mais que finalement, après avoir pensé qu'on avait fait une grande évolution, qu'il y avait eu les autos, les métros, etc., aujourd'hui, avec toutes ces technologies-là qu'on s'est payées, ça prend plus de temps pour se rendre au travail qu'avant quand on marchait à pied. Là, Ouais. est-ce que tu as d'autres exemples que dans ce genre-là pour nous montrer que, dans le fond, des fois, là, on a l'impression que c'est le progrès, mais que le progrès n'est pas si bon que ça, là? Oui. En fait, ce que j'essaie d'expliquer au début du livre, c'est le processus de développement urbain qui va de pair avec le développement de l'économie, des technologies de l'information, de l'accélération des moyens de transport, qui fait en sorte que tout va de plus en plus vite. Et dans certains cas, cette augmentation-là du rythme de vie des innovations amène des complications, des crises et ce que j'appelle en quelque sorte des formes de désynchronisation. Donc, les systèmes qui ne vont pas tous à la même vitesse. On peut prendre l'exemple au niveau écologique. Le fait qu'on consomme, qu'on produise toujours plus, ça fait en sorte que notre système économique, en quelque sorte, prend beaucoup plus d'énergie, de ressources que ce que les écosystèmes sont capables d'offrir. Donc, si on consomme plus que ce que la Terre peut nous offrir, ça amène une surexploitation des ressources, ça amène des changements climatiques et ça amène des problèmes comme la crise écologique. On peut voir ça aussi avec la sphère financière où les transactions vont à la vitesse de la lumière avec différents algorithmes, où de plus en plus, la plus grande partie de l'économie se fait à partir des échanges par la sphère des investissements dans les marchés financiers et l'économie réelle, la création d'emplois stagne ou va beaucoup moins vite. Donc ça amène un problème aussi parce qu'on crée beaucoup de richesses, mais virtuelles, qui n'ont pas d'impact réel sur l'économie, sur le nombre d'emplois, ce qui peut contribuer à accentuer les différentes inégalités de richesse. Et on peut voir ça au niveau des villes aussi, le rythme de vie. Quand on va dans une grande ville, tout va extrêmement vite, les gens marchent plus rapidement, alors que dans des petits villages, à différents endroits, le rythme de vie est différent. Ce qui peut avoir des avantages, mais aussi le rapport à la différence, à la nouveauté, avoir des nouvelles idées qui circulent. Quand on est moins exposé à des nouveaux styles de vie, à des modes, à des gens qui viennent de plein d'origines culturelles, le rapport à ce qui est nouveau, différent ou imprévisible va être différent aussi. Donc ce que j'essaie d'exposer un peu, c'est que ça va amener même une vision du monde, un certain rapport avec l'altérité et la différence qui va être différent entre les grands centres urbains et les différentes régions. Donc, c'est ça. Donc, il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Et parfois, le fait que ça aille plus vite, c'est pas nécessairement mieux parce que ça peut amener des problèmes de l'épuisement professionnel, des burn-out. Donc, il y a des problèmes qui sont liés à ça. Donc, pour avoir de la démocratie, il faut aller un petit peu plus lent aussi pour être capable le temps de réfléchir, de discuter. Puis justement, par rapport à ça, tu nous dis que, dans le fond, le système capitaliste, présentement, il crée plus de problèmes que de solutions. On voit les écarts qui s'agrandissent entre les riches et les pauvres. On voit aussi l'écologie, là, le système qui se détériore. Mais tu nous dis que entre l'ancien système puis le nouveau, parce que tout le monde pense qu'il va y avoir probablement, c'est que ça prend un nouveau système, tu nous dis il ne faut pas attendre trop longtemps pour changer de système parce que quand la période de transition est trop grande, il peut arriver des phénomènes que tu appelles morbides, puis tu donnes l'exemple de Donald Trump, là, l'apparition de Donald Trump. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Là? Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme Donald Trump passe entre deux systèmes, on pourrait dire? Oui. Donc ça, c'est une grande question. Le diagnostic que je fais de la situation actuelle, c'est qu'il y a plusieurs sortes de crises. Au niveau écologique, au niveau de l'économie, ça ne va pas si bien que ça non plus. Il y a beaucoup de richesses qui se créent, mais qui est concentrée dans les mains d'une minorité. Beaucoup de gens sont endettés. Il y a une forme d'insécurité. Et, disons, l'avenir est moins prometteur que ce que, par exemple, la génération de mes parents ou avant, on pouvait avoir une idée de progrès. Là, c'est plutôt une forme d'horizon
où on ne sent pas qu'il va y avoir une amélioration très forte. Et là, ce que Ben, je ça pourrais fait, c'est dire que que quand j'étais jeune, on disait tout est possible. c'est L'avenir était possible. plus rose, on pourrait dire, dans le temps du Peace and Love, là. C'est ça, un peu plus, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt sombre. Il y a des films de zombies, on voit apparaître une forme de pessimisme, de cynisme un peu. Et s'il n'y a pas d'alternative, si on ne voit pas qu'il y a des choses pourraient être différentes, qu'on a des nouveaux moyens de s'organiser, de prendre des décisions, de produire, d'échanger, de consommer, ça fait en sorte que les gens ont une insécurité. Ils cherchent à avoir quelque chose de différent, mais ce qu'ils cherchent à avoir de différent, c'est pas si différent de ce qui existe. Et il peut y avoir une forme de frustration, de ressentiment, de colère qui peut, après ça, cibler des groupes de la population qui peut se manifester par la volonté d'avoir quelqu'un qui va mettre de l'ordre dans la société, qui va essayer de restaurer ce qui existait avant. Et ça va faire en sorte que ça ne va pas être une réponse adéquate à la crise. On ne va pas être en train de transformer la société pour progressivement se diriger vers quelque chose de nouveau, de différent. On va plutôt refermer les frontières, on va désigner des coupables et la démocratie, la représentation, les gens ont moins confiance vis-à-vis des différents élus, mais on va pas pouvoir, en fait, les gens vont pas vouloir plus de démocratie, mais plutôt moins de démocratie, de limiter les libertés individuelles, d'avoir un système autoritaire plus fort qui va prendre des décisions à notre place. Donc, c'est par manque d'alternatives, en quelque sorte, le fait qu'on ne croit plus qu'il y a autre chose de possible qui peut être mieux, qui fait que ça peut accentuer les problèmes, les inégalités actuelles, puis amener du pire, en fait, au lieu de quelque chose qui pourrait être mieux. Donc, c'est une petite synthèse ici, mais c'est une très grande question et on pourrait en discuter pendant très, très longtemps. C'est ainsi que se termine notre émission Option Région. La semaine prochaine, je vous invite à être de retour pour la deuxième partie de l'entrevue avec Jonathan Folco-Durand, qui nous parle de municipalisme et des villes qui vont prendre de plus en plus de place dans l'avenir. À la semaine prochaine.